Bon, du coup, petite vidéo aujourd'hui avec Lichard pour la première fois, j'ai réussi à le traîner jusqu'à la caméra. Et aujourd'hui, du coup, on va faire une petite vidéo sur les standards en compétition. C'est un sujet extrêmement d'actualité. Vous avez dû voir un peu toutes les polémiques qu'il y a eu au championnat d'Europe, que ce soit avec Pana, avec Émile Christophe de 93 ou même d'autres personnes qui ont bullé, beaucoup de grosses têtes qui ont bullé. Donc voilà, je suis pas là pour dire que j'ai la raison. Enfin, la science infuse ou quoi que ce soit, je suis juste là pour parler, on va dire, des problématiques actuelles et du coup, quels sont les moyens pour tout simplement contourner ces problématiques et faire en sorte du coup que vous puissiez être aussi performant possible tout en respectant les standards, en respectant les standards qui évoluent surtout, parce que c'est ça qui est important. Les standards évoluent et qu'il faut s'y adapter. Notamment, on voit bien avec la mise en place des règles au bench dernièrement, il y a eu des critères d'amplitude qui ont été instaurés alors que ça n'a jamais été le cas. Mais il y a aussi les positions de départ au squat qui sont beaucoup plus strictes qu'avant. Avant, on regardait pas trop ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui font du low bar, donc forcément c'est plus regardé. Mais avant, c'était vraiment pas un critère pour louper un squat, alors que maintenant ça le devient. Mais aussi, tout simplement, de manière générale, on parle de la depth. Ça fait quelques années qu'aux championnats internationaux, la depth c'est de plus en plus strict. Et il y a eu notamment une grosse polémique avec Ray Williams, qui genre a fait des très gros squats en 2018, 2019, je crois même avant 2017, si je dis pas de bêtises, à l'Arnold Classic, qui détient toujours le plus gros squat du monde. Et à l'époque, ces squats étaient plus ou moins hauts, mais on considérait que comme c'était un poids lourd, c'était compliqué à juger, donc on lui donnait dans le bénéfice du doute. Et à l'heure actuelle, ce genre de squat, ça ne passerait absolument plus. Et on voit bien l'exemple avec Jesus Olivares, qui à l'heure actuelle squatte beaucoup plus bas que ce que Ray Williams faisait, et qui se fait toujours red light en compétition, qui doit encore forcer la chose. Donc voilà, il y a vraiment des critères qui évoluent, et il faut se mettre au goût du jour, parce que c'est comme ça, si vous voulez un jour concourir, plus haut niveau ou pas d'ailleurs, puisque les niveaux nationaux se calent sur les niveaux internationaux, vous devez être au courant de ces choses et vous devez faire en sorte du coup de rentrer dans les critères, puisque c'est comme ça que ça se passe, et puis c'est tout. Donc voilà, ce que je suis en train de dire, c'est pas d'être irréprochable dans le sens où s'adapter aux standards, c'est pas prendre zéro risque, d'arrêter le low bar, de bench close grip, de faire en sorte d'avoir un lock qui est la perfection. C'est pas ça, s'adapter aux standards. S'adapter aux standards, c'est faire des choix, prendre du recul sur les choix que vous faites et ne pas mettre en place des choses qui sont stupides, qui vont à coup sûr vous faire disqualifier, mais bosser sur les choses qui vont vous permettre du coup de rentrer dans ces standards tout en gardant vos techniques qui vous permettent d'être performant. Notamment moi, en termes de low bar, j'ai un low bar qui est très prononcé. Pour autant, je travaille vraiment ma position de départ pour réussir à avoir des starts en compétition. Et si je le faisais pas, il y a de grandes chances que je ne puisse tout simplement pas squatter en compétition, puisque sinon je serais beaucoup trop en avant. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent et c'est des choses qui, comme n'importe quel autre aspect technique, demandent de l'optimisation. Donc voilà, quel est un peu le processus que vous devriez suivre si vous voulez vous améliorer d'un point de vue technique et optimiser vos mouvements tout en restant dans les standards de compétition. Donc je te propose de commencer un peu avec le squat, de parler des problématiques, on va dire, principales et ce qu'on peut mettre en place pour ça. Du coup, comme dit précédemment, la problématique principale qui va être davantage problématique ces derniers temps, ça va être la position de départ au squat et le fait d'être droit ou pas. Le fait d'être penché en avant, ça va être une résultante de la position du low bar. Généralement, plus on va avoir la barre basse dans le dos, plus on va avoir du mal à se tenir droit. C'est une position que les arbitres n'apprécient pas forcément. C'est pour ça qu'il va falloir être convaincant, notamment dès le premier essai, et dès lors qu'on va sortir la barre du rack. Le but, ça va être de réussir à se tenir le plus droit possible dès la sortie du rack et lors de la position de départ, lorsqu'on attend le premier ordre au squat, parce qu'au squat, du coup, on a deux ordres qui sont squat et rack, et on ne peut pas commencer à squatter tant qu'on n'a pas eu cet ordre du squat. C'est pour ça qu'on doit se tenir droit, parce que sinon les arbitres ne nous donneront pas cet ordre de squat. Et donc pour se tenir droit, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est relever la tête, avoir le regard droit devant nous, contracter les fessiers pour pouvoir rapprocher ses hanches afin d'aligner les 3 points d'articulation que les arbitres vont regarder, à savoir les genoux, les hanches et les épaules, qui doivent être dans l'axe le plus droit possible. Et si on arrive à faire en sorte d'être le plus droit possible en fonction de ces 3 points, à savoir les épaules, les hanches et les genoux, on a de grandes chances d'avoir le start de la part des arbitres et du coup de pouvoir avoir un squat comptabilisé lors d'une compétition. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est vraiment comme l'a dit Charlie, c'est qu'il y a beaucoup d'arbitres qui insistent sur le fait que la barre est trop basse. C'est faux. Évidemment, plus vous allez mettre la barre basse et plus vous allez être en avant, comme tu l'as dit, c'est la résultante de ça. Mais le problème, ce n'est pas que la barre est trop basse, c'est que votre position n'est pas droite. Et c'est ça, du coup, qu'il faut dissocier. Si vous arrivez à avoir la barre sur vos lombaires et maintenir une position droite, en théorie, vous aurez un start. Le problème, c'est que ça n'existe pas, c'est pas possible. Et plus votre barre sera basse, et plus ce sera compliqué de maintenir une position droite. C'est pour ça que les gens ont tendance à faire le raccourci en tant qu'arbitre, de dire que le problème, c'est que la barre est trop basse. Sauf que la vérité, c'est qu'un arbitre est censé juger la finalité. Il ne juge pas le problème. C'est-à-dire que quand un arbitre vous dit que vous descendez pas assez, il vous dit pas de mettre des chaussures d'haltéro, il vous dit que vous descendez pas assez. Et là, c'est un peu le même problème. C'est si vous êtes trop en avant, l'arbitre doit vous dire que vous êtes trop en avant, que vous n'êtes pas verrouillé, que vous ne pouvez pas avoir de start. Mais il ne peut pas, ou il ne doit pas en tout cas vous dire que vous êtes à la barre trop basse, car c'est faux. C'est pas le problème. Le problème, lui, qu'il voit et qu'il constate, c'est que vous êtes trop en avant. Et aussi un point qu'on peut nommer, c'est à la fin du mouvement. Donc pour finir son mouvement et avoir son mouvement valide, il faut qu'on ait l'ordre rack de l'arbitre, et c'est le même cas que pour le début. Il faut à la fin du squat réussir
à se redresser et non pas juste verrouiller ses genoux et rester complètement penché sur l'avant avec la tête vers le bas. Dans ce cas-là, l'arbitre ne jugera pas que tu as terminé ton mouvement et du coup il te donnera pas l'ordre de rack, ou alors il te donnera l'ordre de rack, mais certains arbitres, notamment sur les côtés, pourront invalider le lift parce que la position à la fin du mouvement n'est pas adéquate aux critères demandés. Et tu as bien parlé d'un point important aussi, je trouve, c'est qu'il faut être convaincant dès la sortie du rack. C'est-à-dire que si à la sortie du rack vous êtes totalement en avant et que vous vous redressez après, les arbitres vont vous regarder de manière plus soutenue. Si vous, entre guillemets, vous montrez page blanche avec un premier essai qui est vraiment très bien, que vous venez droit dès le début, dès que vous déraquez, ça va être beaucoup plus simple d'avoir un start. Alors que si vous êtes totalement vers l'avant mais que vous vous redressez après, on va dire que vous allez attirer l'œil sur ce problème et donc ça va être plus compliqué d'avoir un start. Et donc ça, forcément, il faut y faire attention. Donc du coup, au niveau du bench, il y a plus ou moins toujours les mêmes problématiques, sauf que notamment pour Charlie, parce que moi c'est vraiment pas mon cas, mais il y a une autre problématique qui est apparue. Du coup, avec les nouvelles règles qu'il y a pour le bench, à savoir une amplitude qui va être nécessaire au niveau de l'articulation du coude et de l'épaule. Alors par rapport à ces nouvelles règles, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va pas en parler en profondeur maintenant, mais dans l'idée il va falloir avoir une certaine amplitude qui n'était pas nécessaire avant. Et pour certains athlètes, par exemple c'est mon cas, qui ont un pontage plus ou moins important et qui en plus de ça bench avec un écartement de main assez large, on a tendance à vite se retrouver avec une amplitude au niveau des coudes qui peut être assez limite. Au-delà de ça, il y a aussi le fait de se placer sans mettre ses pieds sur le banc et aussi avoir ses fesses plus en contact avec le banc. Mais le plus important, ça va être au niveau de la depth du coup des coudes. Il va falloir être convaincant à ce niveau-là. On va pouvoir adapter ça de différentes manières, mais ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans les prochaines compétitions parce que cette règle entre en vigueur à partir de janvier 2023 et donc il faut, selon moi, selon toi, il faut selon moi ne pas casser mon iPhone et commencer à travailler sur ces nouveaux aspects-là dès maintenant. Il y a aussi une dernière chose au niveau du bench, il y a aussi la pose. Selon notre technique au bench, à savoir au niveau de la pose, on a le soft touch, donc quand on vient effleurer la poitrine avec la barre, et le sink, où on vient laisser la barre s'enfoncer dans la poitrine. Selon ces deux techniques-là, la pose va avoir des répercussions différentes. Personnellement, je fais du soft touch et à un moment de la saison, un petit peu plus tôt, il y a quelques mois, je faisais un soft touch vraiment très soft. Pour le coup, j'effleurais vraiment ma poitrine et en compétition, j'ai eu certaines remarques venant de la table des jurys qui me disaient que la barre ne touchait pas ma poitrine. C'était assez litigieux en termes de standards de compétition. Et à l'inverse, quand on sink, c'est plus le cas de Corentin, mais il faut, malgré le fait qu'on laisse la barre s'enfoncer, réussir à marquer une pause assez prononcée pour que l'arbitre nous donne le start qui est un des ordres nécessaires avant de pouvoir pousser et développer du coup sa barre lors du développé couché. Notamment par rapport à ce que tu as dit, ce à quoi il faut faire attention, c'est que parfois, il y a un côté de la barre qui va être en contact avec la poitrine et l'autre non. Et donc du coup, ça peut par exemple amener à avoir une rouge d'un côté parce que la barre ne touche pas et qu'elle touche l'autre côté. Comme pour la depth squat, il y a des gens qui descendent assez d'un côté et pas assez de l'autre en fonction de comment est-ce que les hanches sont positionnées. Et donc ça aussi, ça peut jouer. Et n'hésitez pas à vous filmer de plusieurs angles en fait quand vous faites vos mouvements pour pouvoir voir si c'est valide de tous les côtés. Parce que c'est pas parce que c'est valide d'un côté que ce le sera forcément de l'autre. Et encore une fois, pour revenir à cette problématique-là qui peut être aussi le cas au niveau du bench, pareil au niveau des fesses, des fois il y a une fesse qui décolle pas l'autre. Alors en théorie, l'arbitre est censé regarder vraiment le jour entre le banc et la fesse. Donc si une fesse décolle, vous n'êtes pas censé pouvoir avoir un rouge. Après, parfois, dans certains angles, ça peut être le cas. S'il est un peu en arrière ou un peu en avant, il peut voir qu'une fesse décolle et voir le jour, alors que l'autre tient encore. Mais du coup, ça peut amener à avoir une rouge sur 3. Donc c'est pas forcément problématique. Mais du coup, il faut être très clean sur le reste. Parce que si vous avez une autre rouge pour une autre raison, et que du coup vous avez deux rouges pour deux raisons différentes, le mouvement sera invalidé. Même si c'est pas 100% dû au fait que par exemple vos fesses décollent, il faut faire vraiment attention d'avoir des standards qui sont respectés et de pas être limite sur beaucoup d'aspects en même temps, sinon ça va faire beaucoup plus de raisons d'avoir des rouges et donc du coup d'avoir un mouvement qui est invalidé. Donc voilà, au niveau du bench. Pour ce qui est du terre, c'est vraiment beaucoup plus simple, il y a moins de problématiques vu qu'il y a moins d'ordre, et la problématique principale c'est vraiment le lock du coup, donc d'avoir, comme tu l'as dit au squat, les genoux, les hanches et les épaules qui sont alignés, ou alors au moins les épaules qui sont au niveau des hanches, voire en arrière, si on veut sur lock, en tout cas sur verrouillé, il n'y a pas forcément de problème avec ça, ça gêne pas. Et du coup les appuis-cuisses, bon ça c'est des trucs qu'on voit plus trop, c'est assez facile à on va dire corriger, en général il suffit de tendre les genoux, même si évidemment en fonction des profils il peut y avoir plus ou moins des méthodes différentes, mais c'est vraiment le lock le problème principal, et pour les gens qui tirent en sumo comme toi, faire attention de ne pas partir en avant au lock. C'est ça. C'est un problème que j'ai eu en compétition qui a failli me coûter la bulle entre guillemets parce que j'arrivais à verrouiller ma barre, sauf que j'arrivais pas à tenir la position verrouillée assez longtemps pour avoir l'ordre de l'arbitre du coup down.
Et du coup, ça fait que je partais en avant, j'arrivais pas à avoir l'ordre et mon lift n'était pas bon tout simplement. Donc il faut verrouiller assez et assez longtemps. Et pour les lifters qui ont un sumo assez large ou même des problèmes d'équilibre de base, c'est quelque chose dont il faut s'assurer en compétition, notamment sur les openers pour pas avoir de surprise et pouvoir faire ses essais correctement. Et d'autant plus en fonction de la gestion du stress, on va dire, de chacun, parce qu'il y a des gens qui peuvent perdre un peu leurs moyens sur le plateau, et ça peut accentuer ces problèmes-là d'équilibre, ces choses-là, qui peuvent du coup amener à avoir des mouvements qui sont invalidés. Mais voilà, du coup, ça soulève un peu une problématique qui est un peu naissante, on va dire, en force, c'est un peu le manque de constance et l'application subjective des règles. Évidemment, il y a des arbitres qui arbitrent, ce qui fait que vu que c'est humain, il y a des erreurs, ou en tout cas il y a des différentes appréciations, et tout ça, ça soulève une problématique un peu naissante qui est de que faire pour rendre tout ça moins arbitraire et plus objectif. Et je pense que moi ça va passer par, ou en tout cas ça doit passer par l'implémentation un peu d'un côté robotique, électronique, un peu comme une VAR au football, pour vraiment standardiser tous ces jugements. Donc évidemment, là tout de suite ça paraît compliqué à mettre en place, puisque il faut trouver le comment. Donc ça, il y a des ingénieurs, c'est leur travail, et évidemment ils sont beaucoup plus compétents que moi pour ça, mais je pense que c'est dans une certaine mesure pas non plus extrêmement complexe, dans le sens où ce sont souvent des choix qui sont binaires, donc oui ou non, est-ce que tu as la depth ou pas, donc un laser par exemple pour avoir une notion de le genou par rapport à la hanche, enfin tout ça je sais, voilà, comme j'ai dit, je suis pas professionnel là-dedans. Au début ça sera évidemment compliqué, et je pense pas qu'il faut laisser la tâche entière au robot pour décider de si c'est bon ou pas, et il faudra toujours laisser un jury pour pouvoir invalider en fait ou non une décision, pour faire apprendre en fait à l'intelligence artificielle du robot, puisque c'est comme ça que les robots fonctionnent souvent, c'est-à-dire que ils ont besoin de cas d'erreurs de réussite pour faire avancer leur algorithme, et du coup s'affiner dans la recherche, mais dans une certaine mesure je pense que c'est un truc qui doit peut-être être mis en place, si c'est bien fait, évidemment, pour tout simplement rendre tous ces arbitrages plus stricts, moins arbitraires, et donc éviter les lacunes entre les plateaux et entre les différentes appréciations des juges qui sont humains et donc qui font des erreurs, mais aussi qui ont simplement leur façon de voir et d'interpréter la règle, ce qui ne sera pas le cas d'un robot, vu que c'est noir ou blanc, comme je dis, c'est des choix qui sont binaires. Voilà pour ce qui est de cette vidéo des standards en compétition. Si tu as quelque chose à rajouter, je t'écoute. Pour finir, je pourrais dire que c'est important de connaître les standards qui sont demandés en compétition, notamment par rapport à ce qui se fait actuellement, et d'autant plus par rapport aux nouvelles règles du développé couché. Surtout pour les athlètes qui font leur première compétition, c'est important de savoir ce dont vous devez montrer aux juges afin de ne pas avoir de surprise sur les standards de compétition, la position qu'on doit adopter pour avoir un lift bon ou mauvais. Parce que lors d'une première compétition, généralement les athlètes sont assez stressés, et du coup on va essayer de supprimer un facteur de stress qui peut être les standards en compétition, pour pouvoir avoir une compétition qui se déroule au mieux et être serein dans ce qu'on fait et pouvoir appliquer son plan sans avoir à refaire une barre qui n'était pas prévue parce qu'on ne s'est pas tenu assez droit par exemple au départ, ou alors on a oublié un ordre, ou alors on n'a pas fait une pause suffisante lors du développé couché. C'est des choses qui peuvent nous invalider un mouvement bêtement entre guillemets et gâcher une première échéance pour certains athlètes. Voilà, donc vous avez toutes les infos maintenant pour réussir en compétition par rapport aux standards, même venant de gens comme moi qui sont aux limites des standards, mais comme je l'ai dit, c'est ça aussi le jeu, c'est vraiment de trouver les barrières entre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la bio pour checker les merch, c'est un Talker, il y a beaucoup de drops en décembre, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et mon lien MyProtein, tout est dans la bio. Si vous avez des questions aussi, moi ce que je vous propose c'est tout simplement de me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des problèmes comme ça en compétition, des choses en particulier qui vous ont fait louper des essais ou pas, mais en tout cas qui vous ont posé problème, et j'essaierai d'y répondre aussi bien que possible dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo, et on se retrouvera bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Bisous.